animer une réunion. Où est-ce qu'elle est la Alors, salle d'attente, dis-moi. d'abord, je te mets animateur. Ouais. Euh, la salle d'attente, elle est où il y a marqué participants. Normalement, quand il y a marqué participants, il y a des fois des étudiants qui peuvent Alors, arriver. fais Il y voir, aura marqué, il y aura participants, marqué. ok. Ils vont me demander, ouais, je le vois sur le côté, ils vont me Ouais, demander à rentrer dans la voilà, réunion. exactement. Ouais, tout Ok, simplement. ok. Donc, tu peux partager ton document. Alors, je fais ça maintenant. Hop. Alors, Tu peux attends. partager soit ton document, soit l'écran. Partager. Non, je vais partager. Tac. Alors, je sais pas, j'en ai un, je crois que c'est celui-ci. Parce que l'autre, c'est Medibox. Medibox, il est beaucoup plus complet. Je crois que c'est celui-là. Attends. Ouais. Je me fie à celui que tu m'as donné. Ouais, c'est parfait. C'est Voilà. nickel. Ok, donc du coup, voilà, je vous laisse avec Thierry. C'est le deuxième cours Alors, ça, c'est le cours que je t'ai donné. C'est pas le dernier cours, mais bon, peu importe. Je- Alors, ok, ok. Parce que ouais, déjà que celui-là, je crois que celui que tu m'avais donné, il faisait une vingtaine de pages. Ouais, en effet. Celui-là, il en fait que 14. Alors, attends, je vais quand même voir. Euh, Méca des fluides, stéréochimie, orbitale. Non, je vois pas trop. En plus, ouais, t'as raison, celui-là, il date d'il y a plus longtemps. Euh, Sinon, enfin, idéalement, le mieux, c'est celui de Medibox, mais il n'est pas raccord avec. Alors, tu peux partager celui de Medibox, c'est très bien. Hein, Peu celui-là, importe. il est bien parce Peu qu'il est hyper importe. complet. Alors, attends. On va faire ça. Hop. Comment je fais pour gérer? Alors, attends. Si je fais. Non. Ah, ouais, là. Arrêter le partage. OK. Euh, Pourquoi je ne l'ai pas là? Attends. Je vais fermer et rouvrir. Voilà. OK. Et là, partager. Voilà. Là, ça va le faire. Ouais, OK. parfait. Parfait. Donc, voilà, du coup, deuxième cours d'orbital. Ok, je vous laisse avec Thierry. Et voilà, l'idée, c'est de le finir aujourd'hui. Ok, si vous le pouvez. Allez, bon courage à tous. Allez, merci. Alors, bonjour à tous. N'hésitez pas. Alors, les micros sont coupés. Je vais les laisser couper le temps du cours et peut-être de temps en temps vous donner la parole, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de conversation, hein. J'y jetterai un œil dans le chat et puis au fur et à mesure, s'il y a des questions, évidemment, j'y répondrai. Voilà. Donc, il me semble qu'on s'était arrêté. Alors attendez, hein. Hop, je vais quand même essayer. Non, je vais quand même essayer de réactiver le son, que ce soit interactif. Euh, Là, audio. Microphone. Bon, en fait, j'aimerais que vous me disiez, s'il vous plaît, au moins dans le chat, où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. Alors, de mémoire, de mémoire, voilà. Alors. Donc ça on avait fait, j'avais parlé des combinaisons linéaires. Il me semble, donc ça, l'ordre de liaison aussi, on en avait parlé. Ça, je me souviens aussi qu'on l'avait fait. Donc les recouvrements. Donc là, on en était au double liaison en chimie organique.
Alors, attendez, quelques remarques sur le chat. Hybridation, merci. Merci beaucoup. Hybridation. OK. Alors, hop. Donc ça, on avait vu apparemment, ça, c'est pas de l'hybridation, c'est des orbitales moléculaires. Donc, je rappelle, important, hein, dans les orbitales moléculaires, savoir calculer l'ordre de liaison. Donc là, vous avez le schéma en fait des niveaux énergétiques de la molécule. On remplit les niveaux électroniques en respectant le principe de Hund, c'est-à-dire la règle de Hund, la maximisation du nombre de spins. Hein, on commence par les placer pour des orbitales de même énergie, un en haut, un en bas. Celles-ci, par exemple, qui sont de même énergie, on en place un en haut, puis un en bas, un en bas. Ça, typiquement, si je calcule l'ordre de liaison, c'est le nombre d'électrons sur les orbitales liantes. Les liantes, c'est celles qui n'ont pas d'étoiles, hein. Les étoiles, c'est les antiliantes. Donc ça va faire 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc ça fait donc 8, moins 1, 2, 3, 4, moins 4, divisé par 2, ça fait 2. Le dioxygène comporte deux liaisons covalentes. Ensuite, vous avez des exemples, mais ça, je ne crois pas que vous l'ayez dans votre cours, mais ce n'est pas grave, de molécules diatomiques avec des atomes différents, HF, qu'on appelle hétéronucléaires, avec deux noyaux différents. Et là, on voit en fait que le diagramme énergétique de la molécule est asymétrique. C'est-à-dire ici, le fluor en fait étant plus électronégatif que l'hydrogène, ces orbitales atomiques sont plus basses en énergie. Et en fait, c'est les deux P qui vont interagir avec la 1s de l'hydrogène parce que énergétiquement, ce sont les plus proches. La 2s du fluor ne peut pas interagir avec la 1s de l'hydrogène. Trop loin en énergie. Alors, on en arrive, comme vous me le disiez, à la théorie de l'hybridation. D'accord? Donc, dans l'hybridation, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi hybrider d'abord? Qu'est-ce qu'on hybride? On hybride des orbitales S et des orbitales P d'un même atome. Souvent, ça va être le carbone, mais pas que. Ça peut être l'azote. Bon. L'hybridation, pourquoi? D'abord, pour tenir compte de la géométrie de la molécule. Hein, on sait par exemple que je vais partir de quelque chose que vous connaissez pour remonter après. Si je prends la sp3, l'hybridation sp3, c'est pour un carbone qui a quatre liaisons simples. Donc par exemple CH4, ça vous le savez, le carbone va être au centre du tétraèdre et puis on va avoir un, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène tout autour qui vont se placer en tétraèdre régulier. Or, comment obtenir cette géométrie? Eh bien, comment on obtient la géométrie? Le carbone, qu'est-ce qu'il a sur sa couche externe? C'est 1s2, ça c'est la couche interne, et la couche externe, c'est 2s2, 2p2. Il a donc une orbitale 2s et trois orbitales 2p, la 2px et la 2py, la pz. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ces quatre orbitales, son orbital 2s et ces trois orbitales 2p, vont s'hybrider. Alors, l'hybridation, qu'est-ce que c'est? C'est une opération mathématique qui consiste à additionner, on va dire, les orbitales atomiques avec des coefficients, ce qu'on appelle une combinaison linéaire, mais peu importe. Dites-vous que de ces quatre orbitales, donc l'orbital 2s et les trois orbitales 2p, vont naître quatre orbitales sp3. Donc pourquoi sp3? Une orbitale s, trois orbitales p, et ce qu'il faut retenir, c'est que l'hybridation sp3, c'est toujours pour les carbones tétraédriques, toujours. Donc, exemple, CH4, ensuite, par exemple, CH3, CH3, ça aussi, c'est une hybridation sp3. L'hybridation sp2, donc celle-ci, il faut le retenir, ce sont pour des molécules qui comportent des double liaison carbone-carbone, par exemple. Alors, 2 secondes. Dan me dit qu'il y a une étudiante dans la salle d'attente. Je vais essayer de la faire rentrer. Hop, invité. Non. Hop, hop, hop. Euh, Voilà, normalement, c'est bon. Ça va être-
Normalement, c'est bon. Normalement, j'ai... Confirmez-moi, s'il vous plaît, les étudiants qui étaient en salle d'attente, que vous êtes bien rentrés dans le chat. Hop, je regarde le chat. Confirmez-moi, s'il vous plaît, que vous êtes bien rentrés. Et c'est ça qui nous a permis vraiment de... Alors, on y va. Donc, j'en étais à l'hybridation sp2. L'hybridation sp2, par exemple, c'est double liaison carbone-carbone. Par exemple, le plus simple, c'est la molécule d'éthylène, CH2CH2. Alors, comment ça se passe? Imaginez que j'ai un carbone ici. Là, je vais avoir l'orbital sp2. Alors, les trois orbitales sp2 sont trois orbitales qui sont dans le même plan, avec des angles de 120 degrés. Ici, là, j'ai 120 degrés. Ici, j'ai 120 degrés et derrière aussi. Et là, j'ai une orbitale P, la PY, qui est restée pure, hein, c'est-à-dire non hybridée. Eh bien, la double liaison, c'est quoi? Imaginez que j'ai exactement de l'autre côté le même schéma. Vous allez avoir deux orbitales sp2 qui vont se recouvrir, c'est-à-dire qui vont se lier l'une à l'autre pour former une liaison sigma. Et l'autre liaison, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle la liaison pi. Donc une double liaison, c'est une liaison sigma, une liaison pi. La sigma, c'est la sp2 d'un carbone qui va se recouvrir avec la sp2 de l'autre carbone. Et puis la pi, c'est la liaison, c'est l'orbital p du premier carbone qui va se recouvrir avec l'orbital p du second pour former la double liaison. Alors, je ne sais pas si on vous les représente quelque part. J'avance juste un tout petit peu. Je regarde si on vous les représente. Après, je reviendrai, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, non, ici, c'est ça que je cherchais. Donc, je vais essayer d'agrandir. Voilà. Là, vous avez... Ah non, ça, c'est... Ouais. Là, vous avez ici la molécule dont je vous parlais, l'éthylène, CH2CH2. Donc là, un carbone hybridé sp2, un carbone hybridé sp2. Ici, j'ai la première liaison de la liaison simple, qui est la sigma, et la seconde, c'est la pi. Pi par recouvrement des orbitales p pur. Donc retenez quatre liaisons simples hybridation sp3 tétraèdre régulier, double liaison hybridation sp2 avec, c'est une molécule qui est plane avec un angle de 120 degrés entre chacune des liaisons. Et puis celle qu'on n'a pas vue, c'est-à-dire l'hybridation, hop, l'hybridation SP tout court. Donc là, je remonte, je remonte, je remonte. Hop, et je diminue l'écran. Voilà. L'hybridation SP, elle est là. Alors, l'hybridation SP, elle est réservée aux triples liaisons. Par exemple, l'acétylène. L'acétylène, c'est CH-CH. Qu'est-ce que c'est que l'hybridation SP? L'hybridation SP, j'ai deux SP, comme son nom l'indique, une orbitale S, une orbitale P, qui vont s'hybrider. Et j'ai deux orbitales P pures qui ne sont pas touchées. La PX et la PY. Celles-ci ne sont pas touchées. Donc imaginons que c'est la molécule CHCH. Donc vous allez la voir ici, à mon avis, l'exemple est un peu plus bas. Voilà, à mon avis, voilà, l'exemple est ici. L'exemple type, c'est celle-là. Donc l'acétylène. Ici, qu'est-ce que j'ai? Recouvrement des orbitales sp qui font chacune 180 degrés. Ces orbitales sp se recouvrent. Et deux recouvrements pi. Un pi pour la 2px et un pi pour la 2py. Ce qui fait que j'ai une triple liaison. Et cette molécule, elle est linéaire, en ligne droite, puisqu'ici, j'ai 180 degrés. D'accord? Bon. Alors, n'hésitez pas dans le fil du... Je ne vois pas de questions là au niveau du chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. D'accord? L'idée est là. Hmm. Alors, ensuite, on continue. Moi, ce que je vous propose,
c'est éventuellement de noter vos questions sur un papier au fur et à mesure, et ensuite, soit dans le chat, soit au niveau du micro, vous me poserez vos questions. D'accord? Voilà, donc là, c'était les trois hybridations possibles. On arrive à des exemples. Donc la molécule BeH2, hydrure de bérium. Donc, sa géométrie, c'est des angles 180 degrés. Donc, angle de 180 degrés, ça doit faire tilt, c'est l'hybridation SP. SP 180 degrés, SP2 120 degrés et SP3 tétraèdre régulier, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 109 degrés 28 minutes. Voilà, c'est ça, 109 degrés 28 minutes. Donc ici, pour l'hydrure de bérium. Alors, configuration du bérium, 1s2, 2s2. Mais il doit faire deux liaisons. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager? On peut envisager que, parce que n'oubliez pas que si les deux P ne sont pas remplies, elles existent quand même. Du moment que la 2S existe, la 2P existe aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des électrons ici on peut envisager que des électrons de la 2s2, un se mette célibataire en 2s et l'autre en 2p. On peut former deux liaisons, mais le problème, c'est que ça ne va pas donner des liaisons identiques, parce que si l'électron de l'hydrogène va se lier avec celui-là du barium, ben, ça fera un type de liaison, et là, ça fera un type de liaison différent, parce que ces deux orbitales ne sont pas les mêmes. Donc, il faut qu'une orbitale P s'hybride avec une orbitale S pour donner deux orbitales SP. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire BeH2, tout simplement une molécule linéaire avec deux liaisons sp. NH3, attention, vous l'avez ici, la molécule, elle n'est pas triangulaire plane. NH3, elle est pyramidale, avec ici, vous le voyez, le doublé non liant de l'azote. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous savez que les doublés non liants, comme les liaisons covalentes, sont des doublés d'électrons qui vont se repousser. Du coup, voilà pourquoi la géométrie, elle est pyramidale. Et comment on obtient cette géométrie pyramidale? Eh bien, c'est une hybridation sp3. Du moment que c'est un tétraèdre, hein, vous voyez que là, alors, les angles ne font pas exactement 109 degrés 28 minutes, puisque ici, le doublé non liant repousse davantage les liaisons que les doublés liants. Donc, sur le tétraèdre avec 107 degrés au lieu de 109 degrés, en raison de la présence du doublé libre. Ces électrons, alors 107 degrés, c'est à ce niveau-là, évidemment, entre les liaisons sp3, pardon, ici, puisque ce doublé pousse un petit peu plus, donc ça va resserrer les liaisons qui sont là. BH3, donc le bord c'est Z égale 5. Donc voilà les électrons qui sont placés. Ils doivent effectuer trois liaisons, donc le 1s2 on ne touche jamais parce que c'est les électrons de cœur, on réfléchit avec la couche de valence. Donc, je peux imaginer qu'un électron de la couche 2s arrive sur la couche 2p pour former trois liaisons. Mais là encore, ce n'est pas possible. Ça ferait trois liaisons, enfin, deux liaisons identiques et une différente. Donc, ça ne marche pas. BH3, il est hybridé sp2. Il n'a pas de doublé non liant. C'est une molécule plane triangulaire. 120 degrés. Bon, CH4, ça j'en ai suffisamment parlé, c'est le tétraèdre, d'accord? Puisque le carbone, en fait, voilà sa configuration. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on hybride la 2s avec les trois orbitales 2p, ça donne 4 orbitales sp3. H2O, pourquoi la molécule H2O n'est-elle pas linéaire? Vous savez tous que la molécule d'eau est coudée. Bon, elle est plane, elle est coudée et elle fait un angle de 104,5 degrés. Pourquoi? Parce que sur l'oxygène, j'ai deux doublés non liants. Et ces deux doublés non liants que vous voyez ici, ces deux doublés non liants vont davantage repousser les liaisons covalentes. Donc ça va refermer cet angle-là. On passe de 109 degrés 28 minutes à 104,5 degrés. Alors, nous abordons maintenant le cas des molécules polyatomiques. Bon, là, on en a vu. Et ensuite, nous allons parler des complexes. Donc,
Molécule polyatomique formée de plusieurs atomes. Donc là, on a parlé de l'eau. Donc, on peut le revoir. L'eau est hybridée sp3. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est coudée. En fait, l'hybridation permet de rendre compte de la vraie géométrie des molécules. Alors, je regarde, quelqu'un veut rentrer. Hop, voilà. Dans le chat, je crois que j'ai toujours pas de questions. Est-ce que c'est clair pour l'instant ce que je raconte? C'est important de s'arrêter au fur et à mesure pour poser des questions. Est-ce que vous pouvez les poser avec le micro si vous voulez? Vous pouvez activer le micro ou pas? Dites-moi. Ou par micro ou par chat. Est-ce que vous pouvez poser des questions oralement si vous voulez? C'est possible ou pas? Ou tous les micros sont coupés, vous pouvez pas les activer. Répondez-moi soit dans le chat, soit par vive voix, s'il vous plaît. Alors, je vois qu'ils ont le micro. Non. Alors, ici, pardon. Bon, écoutez, vous posez pas de questions, donc je suppose que tout va bien. Ni dans le chat, ni de vive voix. OK. Alors, on continue. Allez, je vais essayer de retrouver mon écran. Euh, Alors, bon, je n'arrive pas à le retrouver, mon écran. Voilà, OK. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a toujours le partage d'écran là, vous le voyez ou pas? Je suis pas Oui, sûr. Oui, merci. Alors, parce que moi, du coup, je crois que je l'ai perdu. Je ne sais plus où il est. Attendez, alors je l'arrête et je recommence. Hop, partager. Voilà. Voilà. Donc là, vous l'avez de nouveau. Donc ici, l'idée, c'est où j'en étais. J'en étais à CH4. Voilà. Et à la molécule d'eau. Alors, liaison entre atomes orbitales moléculaires. Ici, par exemple, j'ai la molécule d'éthane, C2H6, donc CH3, CH3. Qu'est-ce que c'est que la molécule d'éthane? C'est en fait deux tétraèdres, d'accord? Donc, chacun des carbones va être hybridé sp3. Quand on parle de liaison sigma, c'est toujours des liaisons simples. Et les liaisons pi s'ajoutent à la liaison sigma dès qu'on forme une liaison double ou triple. Une double, c'est une sigma et une pi. Une triple, c'est une sigma et deux pi. Quand on parle d'encombrement stérique, qu'est-ce que vous savez ce que c'est l'encombrement stérique? L'encombrement stérique, c'est l'encombrement dans l'espace, l'occupation dans l'espace en fait. Les atomes et les liaisons se placent de manière à ce que l'encombrement dans l'espace soit minimal, de manière à ce qu'ils aient le plus de place possible. Par exemple, pourquoi ici, l'eau va être hybridée sp3? Parce que tous ces doublés d'électrons-là, ils vont se repousser. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un angle maximal entre eux, qu'ils arrivent à une position d'équilibre. Eh bien, pour que l'angle soit maximal entre les liaisons, l'état d'hybridation le plus adapté, c'est sp3. Alors, l'éthylène, on en a parlé. L'éthylène, c'est hybridé sp2. Hmm. Donc ici, vous avez la liaison pi, la liaison sigma, la liaison simple et la liaison pi de la double liaison. Alors, l'acétylène, on l'a vu aussi, hybridé sp, on l'a vu tout à l'heure. Le benzène, alors le benzène, c'est une molécule qui est très classique. C'est C6H12.
H6, le benzène. Avant de vous montrer comment elle est hybridée, je vais trouver donc sur Internet la molécule de benzène et je vais partager pour que vous voyez à quoi ça ressemble en formule, voilà, semi-développée ou, alors on va prendre par exemple, tiens, on va prendre celle-là. Celle-là, elle est très bien, elle est parfaite. Là, ici, donc, euh, là. J'arrête le partage, je vais essayer de partager. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc je repars, ça fait rien. Je repars sur le point. Donc le benzène, avant de vous montrer comment. Le benzène, en fait, c'est un cycle à 6 carbones. C'est-à-dire que là, j'ai un cycle à 6 et chaque carbone comporte une double liaison. Donc là, j'ai une double liaison, là, j'ai une double liaison, là, j'ai une double liaison. OK? C'est pour ça que c'est C6H6, c'est CH, 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 CH. C'est ça le benzène. OK? Donc du coup, le benzène, chaque atome de carbone est hybridé sp2. Pourquoi? Parce qu'ici, à chaque fois, j'ai 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. OK? Donc hybridation du carbone, sp2. Donc la double liaison peut se placer là, mais aussi elle peut se placer ici, ce qui fait que j'ai deux formules équivalentes pour le benzène. Alors j'aimerais bien vous les... Il devrait y avoir un tableau, je crois. Il n'y a pas un tableau. Annoter, tiens, annoter. Je vais essayer de voir ce que ça fait. Donc tiens, ah ben voilà, je peux vous les faire là, parfait. Donc le benzène, vous avez... Là, j'ai mon cycle à 6. Soit comme ceci, soit les doubles liaisons. Voilà, qui peuvent se placer là, là et là. Vous voyez que là où j'ai les doublesons, j'avais des simples avant. OK? Là, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet, la mésomérie. D'accord? Par mésomérie, il peut passer d'un état à l'autre. En fait, le benzène passe sans arrêt, en une seconde, des millions de fois d'une forme à l'autre. C'est ce qu'on appelle la délocalisation des électrons pi. Parce que ça, c'est double liaison, ça, c'est les liaisons pi, ça, c'est les liaisons sigma. OK? Alors. Voilà. C'est que... Voilà. Donc j'arrête d'annoter. Ah, du coup, ça va rester ça? Comment on efface ça? On peut pas. On peut pas effacer ce truc. Bon, je sais pas comment on fait pour effacer. Tant pis. Peu importe. J'aurais pas dû le mettre là. Bon, c'est pas grave. J'arrive. Si quelqu'un peut m'aider, me dire comment effacer ce truc, je veux bien. J'ai jamais fait ça. Le texte. On doit pouvoir l'effacer, je pense, mais bon. Alors, hop, attendez, vous savez quoi? Je vais arrêter le partage et recommencer. Voilà. C'est plus simple. Alors, ici, j'en étais là. Donc, on vous le dit, hein, aucune des deux formes n'est favorisée de ce que je vous ai écrit là tout à l'heure. C'est la délocalisation des électrons des liaisons pi. Alors, on en arrive à la fin de ce cours, les complexes métalliques. Qu'est-ce qu'un complexe? Un complexe métallique, c'est un édifice chimique où au centre, je vais avoir un métal et autour, je vais avoir des ligands. Alors, les liaisons. En fait, ce sont des liaisons de coordination, c'est des liaisons covalentes, d'accord? Mais ça veut dire que un complexe, ça veut dire que la liaison,
c'est pas chaque atome qui va apporter un électron comme dans une liaison covalente, mais c'est un doublet d'électrons qui va être déplacé d'un atome central, qui est le ligand, vers des atomes extérieurs. Alors, ici, un complexe métallique, c'est toujours la combinaison d'un métal avec un ou plusieurs ligands. Non, pardon, les ligands, c'est ceux qui sont autour, excusez-moi. Le métal, c'est l'atome central, et les ligands, c'est les atomes qui sont autour. On parle de chimie de coordination. Donc, le ligand dans un même complexe peut avoir une réactivité différente suivant les conditions. Alors, ici, la plupart des métaux ou des ions peuvent former des complexes, pas tous à condition qu'il y ait les orbitales. Alors, il faut qu'il y ait les orbitales D ou F incomplètes. Nous, on va surtout travailler avec les orbitales D, vous allez voir. Donc, première des choses, qu'est-ce que la liaison de coordination? Une liaison de coordination, c'est une liaison qui, par nature, a la même nature qu'une liaison covalente, mais, écoutez-moi, qui ne se forme pas de la même façon. La liaison de coordination, la différence, c'est qu'au lieu que chacun apporte un électron, c'est le donneur qui va donner son doublet d'électrons à l'accepteur. Donc l'accepteur, ça sera le ligand. D'accord? Non, pardon, c'est l'inverse. C'est le ligand qui apporte les deux électrons. Contrairement aux liaisons covalentes, on va le dire ensemble. Il y a toujours un donneur et un accepteur. Le métal est toujours l'accepteur. Le métal, il est au centre. C'est toujours l'accepteur. Et le ligand, c'est toujours le donneur. Donc le ligand va s'associer avec le métal et a obligatoirement une orbitale vide sur sa couche de valence pour pouvoir accepter en fait le doublet d'électrons. Ce n'est pas une liaison covalente. Dans le cas de l'eau, pourquoi pas covalente? Parce que ce n'est pas chacun qui apporte son électron. Mais au final, c'est la même nature de liaison, hein. C'est deux électrons qui vont lier les deux espèces. Alors, dans le cas de l'eau, un des doublés non liants de l'oxygène est capable de faire la liaison de coordination. Il va apporter les électrons dans l'orbital vide du métal. La mise en commun se fait par paire. Il n'y a jamais d'électrons seuls. Alors, liaison entre atomes orbitales moléculaires. Donc, ce qu'il faut retenir, la charge électrique. Alors, un complexe, par exemple, tiens, on va tout de suite prendre une formule de complexe. Voilà. Pt NH3 2 Cl2. Pt le platine, NH3 l'ammoniac, Cl le chlore. Globalement, la charge de ce complexe, elle est nulle. Ce complexe, il est neutre. Mais ça ne veut pas dire que les espèces qui forment le complexe ne sont pas neutres. D'accord? Comme vous le savez, NH3, c'est neutre, mais Cl, c'est pas neutre. Ça vient de l'ion chlorure Cl-. D'accord? Alors, là, vous avez un exemple de complexe. Donc, le platine, c'est le métal, et NH3 et Cl2 sont des ligands. D'accord? NH3, lui, il a un doublé non liant sur l'azote, et Cl2, il a trois doublés non liants sur chacun des chlores. Alors, ici. Donc, on vous parle de charge électrique. Donc, la charge électrique globale d'un complexe est égale à la somme algébrique des charges de l'espèce métallique de celle des ligands. Donc, je vous donne un exemple. Il vaut mieux travailler sur un exemple. Donc là, vous avez la définition. Si je prends par exemple, allez, un complexe, voilà, FeH2, celui-là est facile. FeH2O 6 fois 2 plus. Tout le monde sait que l'eau, c'est neutre. Donc j'ai 6 molécules d'eau qui sont liées avec du fer. La charge totale du complexe, c'est 2 plus. L'eau, c'est neutre. Donc ça veut dire que c'est le fer qui porte la charge de plus. C'est un ion Fe2+, qui est lié avec 6 molécules d'eau. Un ion Fe2+, 6 molécules d'eau. OK? Si j'en prends un autre, pour que vous compreniez bien. Alors, si je dis ça ici, par exemple, bon, ça c'est le même, encore le même. Voilà, le nickel. Très bien, très bon exemple. NiCl4, 2-. La charge globale du complexe, c'est 2-. Vous devez savoir que Cl provient de l'enchlorure Cl-. Donc j'ai 4 charges moins dans Cl. Et globalement, ça fait 2-. Donc du coup, ça veut dire que le nickel, ça va être Ni2+. Ni2+ va être au centre du complexe et il va être lié à 4 ions Cl-.
OK? Alors, on revient. La charge électrique globale permet de calculer le degré ou nombre d'oxydation de l'espèce métallique du complexe. Ce nombre d'oxydation correspond à la charge électrique initiale de l'espèce métallique. Donc, par exemple, alors, le nombre d'oxydation, si j'ai par exemple Cu2+, ça va être plus 2. Si j'ai Fe3+, ça va être plus 3, etc., etc. Le nombre d'oxydation, ça correspond à la charge. D'accord? Donc, par exemple, donc là, ça reste un peu une définition théorique. Ben, le nombre d'oxydation du platine dans PtNH3Cl2, NH3 c'est neutre, Cl2 c'est Cl-, donc j'ai 2 Cl-. Vous comprenez que c'est Pt2+, pour annuler les 2 Cl-. Donc le nombre d'oxydation, ce sera 2. On le note en chiffres romains, le nombre d'oxydation. OK? Alors, ici, écoutez-moi, vous avez au centre un ion métallique. Autour de cet ion métallique, vous avez des ligands. Des ligands qui peuvent être soit des ions, soit des molécules qui comportent des doublés non liants qu'elles peuvent céder. Donc, ces ions et ces molécules vont créer un champ électrique autour de l'atome central. Et ce champ électrique, qu'est-ce qui va? Donc, ça, c'est quoi? C'est les 5 orbitales d. Hein, vous savez que l'orbital d est dégénéré 5 fois. Ça veut dire que dans l'orbital d, je rentre 10 électrons, hein, 3d10 par exemple. Et dans ces 10 électrons, j'ai en fait 5 orbitales d. Et sur chacune, je peux placer 2 électrons. OK? Alors, donc ce champ électrique va pouvoir modifier les niveaux d'énergie des orbitales d. Donc de 5 orbitales d dégénérées, je peux avoir ce qu'on appelle une levée de dégénérescence, c'est-à-dire 3 orbitales en bas avec une énergie inférieure à celle des 5D et 2 orbitales en haut, pardon, 2 orbitales avec une énergie supérieure. Donc là, vous avez le nom des 5 orbitales d différents. Donc ça reste des orbitales d, pardon, mais ces orbitales d sont dégénérés, ne sont plus dégénérés. C'est-à-dire, si je dois placer par exemple 7 électrons, là, je vais en placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, en respectant Hund, et le septième là. Tandis que si c'était pas dégénéré, si c'était dégénéré, j'en placerai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors que là, j'en place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est différent. Alors, à l'approche des ligands, il va y avoir une levée de dégénérescence. Ce sont les ligands qui apportent le champ magnétique qui provoque la levée. Alors, deux cas. Donc, soit les champs sont dits forts, soit les champs sont dits faibles. Donc, si j'ai un champ fort, si j'ai un champ fort, il va y avoir une levée de dégénérescence, c'est-à-dire j'ai les 3 orbitales, mes 3 premières orbitales d vont avoir une énergie inférieure à celle des 2 dernières. Champ fort. Et si le champ est dit faible, le champ créé par les ligands, j'ai pas de levée de dégénérescence. J'ai pas une différence d'énergie ici suffisante pour qu'il y ait une levée de dégénérescence. Je prends un exemple concret pour que vous compreniez la différence entre les deux. Si je dois placer 5 électrons ici, j'en mets 1, 2, 3 en up et 4, 5 en down. Parce qu'ici, je place d'abord en priorité sur les niveaux d'énergie bas. Ici, je n'ai pas de levée de dégénérescence, je n'ai pas assez de différence d'énergie. C'est comme s'ils étaient en ligne. Donc, je vais en placer 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, j'ai que des spin up. Tandis que là, j'ai 3 up et 2 down. OK? Alors, champ fort, champ faible, c'est relatif. On ne parle pas de valeur numérique. On est faible face à un fort et inversement. Ce n'est pas absolu. Cela aura une influence sur le spin total. Plus delta est faible, plus les électrons vont passer d'un niveau d'énergie à l'autre, hein. Plus ici votre delta est faible, ok, et plus les électrons vont pouvoir passer de ces niveaux à ces niveaux.
Alors, atome, c'est ce que je vous disais, de configuration 5d5 par exemple. S'il est à spin faible, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les électrons de l'atome central vont se placer comme l'indique là, ici en respectant la règle de Hund, c'est-à-dire 1, 2, 3 up et 4, 5 down, avant de remplir ces orbitales-là qui, elles, sont avec une énergie plus importante. Ici, j'ai 5 électrons à placer, donc j'en place 3 ici, mais comme les niveaux d'énergie sont très très proches, on va dire quasiment identiques, eh ben, c'est comme s'ils étaient dégénérés, c'est comme si j'avais 3d5. Dans la 3d5, j'en place 1, 2, 3, 4, 5. Ici, en fait, champ faible, considérez que c'est comme si j'avais mes cases quantiques alignées et non pas séparées, alors que champ fort, elles sont bien séparées. À retenir, si le ligand est à champ faible, le spin sera fort. Et si le ligand est à champ fort, le spin sera faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ligand champ fort, le spin, c'est 1,5. Donc le spin est faible. Ligand champ faible, le spin est de 5,5. Le spin est fort. Donc le spin de l'atome central, il est inversement, on va le qualifier de façon inverse au champ. D'accord? Si le champ est fort, le spin est faible. Si le champ est faible, le spin est fort. Alors, ça, il faut un peu le retenir. Quels sont les ligands qui vont avoir un champ faible et quels sont les ligands qui vont avoir un champ fort? Donc, à retenir. Ceux qui vont avoir un champ faible, eh bien, en fait, c'est tous les halogénures. L'ion iodure, l'ion bromure, l'ion chlorure, l'ion fluorure, les halogénures. Et ceux qui vont avoir un champ fort, ce sont en fait des molécules. Ça, c'est facile à retenir, hein. Les halogénures, champ faible, et champ fort, molécules. Et après, ben, vous avez H2O. H2O, il peut être tantôt champ faible, tantôt champ fort. Ça dépend, et ça dépend de la situation. Vous allez voir. Et puis de toute façon, on vous le précisera s'il est à champ faible, s'il est à champ fort. Alors, note importante, ça tombe parfois dans les QCM. Les ligands, quelle que soit leur force, n'influencent pas le spin total de la configuration externe de l'atome central si la configuration externe, par exemple, de l'atome central est entre D1 et D3. Pourquoi? Ben, parce que si j'ai D3, par exemple, là, je vais avoir 3 spin-up. Et si j'ai D3, 3 spin-up. D2, 2 spin-up, 2 spin-up. D1, 1 spin-up, 1 spin-up. Donc, jusqu'à D égale 3, ça n'influence pas la configuration de l'atome central. Alors, ici, on y va. Les ondes, donc on parle de ce complexe métallique, Fe H2O 6+. Donc, le fer, attention, a pour configuration cette configuration. Là, on ne parle pas du fer, on parle de l'ion Fe2+. Donc, Fe2+, il sera en... non, pardon, le fer, il est ici. Et ça, c'est oui, en plus, c'est écrit en rouge. C'est à corriger, c'est pas le fer, c'est Fe2+. Fe2+, il a perdu. Alors, n'oublie pas que la 4S se remplit et se vide avant la 3D. Donc, si je forme un ion, c'est pas ces électrons-là qui vont partir, c'est ceux-là. En fait, ce qu'il faut faire, vous écrivez la configuration en respectant la règle de Klejkovski. Hein, inversion de Klejkovski, ça veut dire que la 4S se remplit avant la 3D. Mais après, vous réécrivez la configuration avec 3D6, 4S2. Et c'est les 4S qui partent en premier. Donc ici, ma couche externe, c'est la couche n égale 3. Donc ici, on n'oublie pas un là, ce sont toujours les électrons ns qui partiront avant les n-1d. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Si on considère dans ce complexe FeH2O6 de plus, si on considère que l'eau est un ligand à champ faible. À champ faible, l'eau est en 3d6, le fer, pardon, est en 3d6, je n'ai pas de levée de dégénérescence. La configuration reste la même parce que ces deux niveaux d'énergie sont quasiment identiques à ces cinq-là. D'accord? Donc, je n'ai pas de levée de dégénérescence. Le fer étant l'accepteur,
Donc voilà la configuration du fer. Le fer, c'est l'accepteur. Il lui faut 6 orbitales libres pour accueillir les 6 doublés de l'eau. Or, toutes les orbitales sont occupées. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas les orbitales 3D du fer qui vont faire les liaisons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va hybrider. Pour cela, on va utiliser les orbitales 4s, 4p et 4d du fer, dont les niveaux énergétiques sont peu différents de D gamma. Alors, regardez, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai, ça, c'est les orbitales libres du fer. J'ai la 4s de libre, la 4p, la 4d. Qu'est-ce qui va se passer en fait? J'ai besoin de faire 6 liaisons. D'accord? J'ai besoin de faire 6 liaisons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la 4S, 3 4P et 3 4D. C'est pour ça que l'hybridation s'appelle SP3D2. S, une S, 3P et 4D. SP3D2. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que pour faire ces liaisons, d'accord? Puisque n'oubliez pas que les liaisons, c'est l'eau qui va apporter les doublés, hein. Les doublés de l'eau vont le fer, lui, il va garder cette configuration et les doublés de l'eau, tac, 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 vont venir ici faire leur liaison. Donc il y a 6 ligands, donc il doit y avoir 6 orbitales de même énergie. Elles sont là. Et elles, ça représente le ligand, c'est l'eau. D'accord? Tous les niveaux énergétiques coexistent. On rappelle que ce n'est pas parce qu'un niveau énergétique n'a pas d'électrons qu'il n'existe pas un. Le fer, c'était en 4s2. Il a perdu ses électrons de la 4s pour former l'ion Fe2+, mais ce n'est pas pour ça que les orbitales n'existent pas. OK? Tous les niveaux énergétiques coexistent et existent. Alors, maintenant, on va prendre l'exemple avec H2. Donc voilà, ça c'est la géométrie, hein, de votre complexe Fe-H2O 6 fois. Maintenant, on va prendre l'exemple de l'eau à champ fort, puisque l'eau, c'est en fait, c'est le seul ligand qui peut être à la fois champ faible, champ fort. D'accord? Donc, avec H2O, là, on est toujours à champ faible, pardon. Donc, voilà la géométrie. Ok, j'ai 6 orbitales sp3d2 et le spin total du fer, donc je regarde ici pour le spin total du fer, il vaut quoi? Eh bien, il va valoir 4 demi, parce qu'ici, ça fait 0, plus un demi, plus un demi, plus un demi, plus un demi. D'accord? Et donc, quand je rajoute ça, ça fait 2, ça fait 4 demi. Donc, le fer est paramagnétique. D'accord? Puisque son nombre total de spin est différent de 0. Et sa géométrie est octaédrique. Donc, sp3d2, octaédrique. Chaque angle fait 90 degrés. Alors maintenant, imaginons le même cas, mais imaginons que l'eau est un ligand à champ fort. D'accord? Donc, si l'eau est un ligand à champ fort, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça ne change pas, j'ai 3d6. Mais là, ça change tout, puisque j'ai levé de dégénérescence. Les électrons vont se placer en priorité sur ces 3 orbitales d'énergie inférieure. Ces 3 orbitales D, c'est 3D d'énergie inférieure. Du coup, je vais avoir ici 2 orbitales D libres. Regardez ce que j'ai comme orbital libre. 2 orbitales D, la 4s, la 4p. Donc, je dois faire en tout 6 orbitales, hein, puisque c'est Fe H2O 6 fois. Je dois faire 6 liaisons. Donc là, je vais pouvoir utiliser ces 2 orbitales D qui sont libres. Donc l'hybridation, ça va être D2 S P3. Je prends les 2 orbitales D qui sont libres, l'orbital 4s qui est libre et les 3 orbitales 4p qui sont libres. D2 SP3. Et D2SP3, c'est exactement la même géométrie. Donc l'hybridation D2SP3 ou l'hybridation que j'avais ici, SP3D2, sont des hybridations octaédriques. D'accord? Que ce soit D2SP3 ou SP3D2. En revanche ici, attention, le fer est le complexe est diamagnétique parce que regardez, ici, le nombre total de spin vaut 0. Donc le champ influence les caractères magnétiques, bien sûr, du complexe. Alors, on envisage un autre complexe, NiCl4-. Donc, si je me souviens bien, le ligand Cl4- est un ligand à champ faible. On avait dit que tous les ions halogénures sont des ligands à champ faible.
Donc ici, la configuration du nickel, c'est 1s2, 2s2, enfin vous l'avez ici, ça finit en 4s2, 3d8. Donc ça, c'est le nickel. Nous, quand je vois ça, donc je répète, je sais que c'est l'ion Ni2+. Pourquoi? Parce que la charge totale du complexe, c'est 2-. Le chlore, je sais que c'est l'ion Cl-. Donc je vais avoir 4 ions Cl-. Et en tout, la charge totale, c'est 2-. Donc je vais avoir un Ni2+ et 4 Cl-. D'accord? Donc du coup, ici, le nickel a perdu 2 électrons, et c'est les 2 électrons de la 4s qui partent. Et Cl- est un ligand à champ faible. Donc, comment ça va se passer? Donc ici, là, je suis en 3d8 pour la répartition électronique du nickel. Donc je regarde. Champ faible 3d8, en fait, ça ne change rien, hein. J'ai mes 3 couples là d'électrons sur les 3 premières orbitales d et les 2 électrons up en haut. Donc ce complexe sera paramagnétique puisque son spin total sera égal à 1, hein, 1 demi plus 1 demi. L'hybridation, je dois faire 4 liaisons ici. Donc il me faut 4 orbitales libres. Regardez ce qui est libre. J'ai une S et 4 P. Ah tiens, je retrouve l'hybridation sp3 de tout à l'heure. Et je vous rappelle que la sp3, c'est une tétraédrique. D'accord? Donc le complexe NiCl4 2- est un complexe tétraédrique. OK? Le spin total vaut 1, il est paramagnétique et sa géométrie est tétraédrique. Ensuite, si je prends le complexe NiCN4 2-, donc Cn, il faut savoir que c'est Cn-. Hein, on le voit ici, quand vous avez les ligands, c'est Cn-. Et Cn-, c'est un ligand à champ fort. OK? Donc Cn-, Cn-, Cn-. Voilà. Non, pardon. J'avance, j'avance. Voilà, ici. Donc, toujours pareil, le nickel, je vois que je suis en 3d8. C'est un ligand à champ. Pardon. Ça, c'était, ouais, c'est le nickel. Donc, je suis en 3d8, OK? Donc, et je suis à champ faible. Non, ça, on l'a vu, pardon. Voilà. 3d8, champ fort. 3d8, champ fort. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Là, si je suis à champ fort, alors attention ici. Là, c'est une exception. Donc, là, on ne vous a pas représenté les cases quantiques. J'ai les 3 orbitales d ici et j'ai les 2 orbitales d là. On ne remplit pas quand j'ai un champ fort, donc une levée de dégénérescence. On ne met pas les 2 électrons up sur les 2 orbitales d d'énergie supérieure, mais on fait un up, un down. C'est une exception, il faut le savoir. Donc ici, il va me rester une orbitale d pure qui n'est pas utilisée, une orbitale s et une orbitale P, des 4 P. Donc c'est l'hybridation DSP2. Et l'hybridation DSP2, c'est une hybridation plane carrée. Donc en fait, qu'est-ce que vous devez retenir? Je vais un petit peu vous aider. Vous devez retenir que, parce que ça dans les QCM, ça tombe, les hybridations D2SP3, d'accord? Ainsi que DSP3, SP3D2. Voilà, SP3D2. Quand j'ai du S, du P, du D, retenez ça, SPD, donc D, SP3D2. J'ai du S, du P, du D, SP3D2, ou D2SP3, j'ai du D, du S, du P. C'est une géométrie octaédrique. La SP3, bon, ben, la SP3, ça vous le savez, il n'y a aucun souci, c'est tétraédrique, la SP3. Et la DSP2, c'est carré. De toute façon, DSP2, j'ai 4 orbitales. 4 orbitales pour placer 4 ligands. Plan carré. SP3, j'ai aussi 4 orbitales, la S, et 3 P, c'est pour placer 4 ligands, mais SP3, vous devez savoir que c'est tétraédrique. Et ici, quand j'ai
une hybridation D2sp3, ça veut dire que j'ai en tout 6 orbitales, 2D, une ES, 3P. Et pareil pour la précédente, à savoir l'hybridation sp3d2, j'ai 6 orbitales, une ES, 3p, 2d. Donc quand j'ai 6 orbitales, j'ai 6 liaisons, et 6 liaisons, ça fait ici un complexe octaédrique. Et 4 liaisons, c'est ou plan carré ou tétraédrique, suivant l'hybridation. Et on va terminer tranquillement par NiCN4 2-, donc ça, on l'a vu, ok? Mais vous pouvez avoir pour une même hybridation, c'est-à-dire l'hybridation DSP2, mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle une stéréoisomérie, c'est-à-dire une isomérie dans l'espace. Si, si les quatre ligands sont identiques, il n'y a pas de souci, hein. Là, les quatre ligands sont identiques, je n'ai pas de stéréoisomérie. Mais si les quatre ligands sont différents, si j'ai NH3 deux fois et Cl2 deux fois, ben, si je place les deux NH3 là ou les NH3 ici opposés au niveau de la diagonale, ben, ce ne sera pas pareil. Ok. Ces deux complexes ne seront pas superposables et ben, je ne pourrai pas. Ce sont deux complexes différents en fait, hein. C'est de la stéréoisomérie ou isomérie dans l'espace. Voilà, donc on en a fini avec ce cours. Bon, ça c'est la géométrie des orbitales, hein. Les S, les P, les D et les F. On en a fini avec ce cours. Alors, je vais revenir au chat et si vous voulez poser une question, alors. Mais comment peut-on savoir si on applique... Alors, la règle de Hund, c'est pas compliqué. La règle de Hund, on l'applique tout le temps, hein. La règle de Hund, c'est la maximisation du spin. On l'applique tout le temps, sauf dans cette exception-là. Vous voyez? Sauf dans le cas où j'ai un champ fort. Si ici on devait appliquer la règle de Hund pour placer ces deux électrons, j'en mettrais un up et un autre up. Et bien là, il y en a un up et un down. C'est juste dans cette exception-là. Sinon, on applique la règle de Hund dans tous les autres cas. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'on est bon? J'ai répondu à la question? Oui? OK. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? N'hésitez pas. Comment on Oui, en détermine le fait, nombre de liaisons? Alors, dans quel cas? Comment on détermine le nombre de liaisons? Pour les complexes? C'est ça, oui. Alors, il suffit de regarder la formule du complexe. Regarde la formule du complexe. Ici, j'ai Ni CN4-. Ça veut dire que j'ai 4 ligands CN- liés au métal. Donc, j'ai 4 liaisons. Ici, j'ai NiCl4-. J'ai 4 liaisons parce que j'ai 4 ligands Cl-. Ici, j'ai H2O 6. Donc, j'ai toujours un métal, le nickel, le fer. Là, le fer, c'est le métal. Et j'ai 6 molécules d'eau qui sont liées au fer. Donc, j'ai 6 liaisons. Je regarde en fait l'indice du ligand. Et l'indice du ligand, hein, vous avez ici les différents types de ligands. Donc, ça, il faut, voilà. Ça, vous avez les ligands. Et bien, je regarde l'indice des ligands et c'est mon nombre de liaisons. OK? Est-ce que j'ai répondu à la question? Pour les liaisons, d'abord. Pour les liaisons, c'est bon? OK. Moi, j'ai pas bien compris la dégénérescence. Elle monte. Alors, déjà, Noam, est-ce que tu sais ce que c'est la dégénérescence? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire des orbitales dégénérées? J'attends que tu me répondes. Non. Alors, dégénéré, ça veut dire de même énergie. Les orbitales 3D, par exemple, ou toutes les orbitales D, en fait, que ce soit les 3D, les 4D, j'ai 5 orbitales. D'accord? Parce que je vais jusqu'à 3D10. Donc 3D10, ça veut dire 5 orbitales sur lesquelles je peux placer 2 électrons. Et ces 5 orbitales sont dégénérées. Dégénérées, ça veut dire qu'elles ont la même énergie. D'accord? Ici, je vais reprendre. Voilà, là, je suis en 3D6. Donc tu vois bien que j'ai 5 orbitales D, chaque orbitale étant représentée par une case quantique. Elles sont dégénérées, elles ont la même énergie. Si j'ai une levée de dégénérescence,
Donc là, apparemment, je n'ai pas de levée de dégénérescence. Pourquoi? On considère que ces 5 orbitales, c'est équivalent à celles-là, elles ont toutes les 5 la même énergie. Pourquoi? Parce que je vais placer d'abord mes 5 électrons en spin up et le sixième en down en respectant und. Il n'y a pas de dégénérescence. Il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de levée de dégénérescence. Elles sont toujours dégénérées. Elles ont toujours la même énergie. Et dans le cas ici où là, j'ai une levée de dégénérescence, c'est-à-dire les 5 orbitales n'ont pas la même énergie, j'en ai 3 là et 2 là. OK? Je vais avoir ici les électrons qui vont se placer suivant la règle de Hund, c'est-à-dire 3 up puis 3 down. D'abord remplissent les orbitales de faible énergie et après les orbitales de forte énergie. Donc là, j'ai une levée de dégénérescence. En fait, j'ai levée de dégénérescence quand j'ai un champ fort et pas de levée de dégénérescence quand j'ai un champ faible. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Noam? Ok, super. Alors, j'ai pas trop bien compris H2O. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, ben, en fait, c'est comme dans les réactions acido-basiques, hein. L'eau peut être un acide ou une base. Donc là, dans le cas des ligands, l'eau peut être un ligand à champ faible ou à champ fort. Alors, mais ça, vous n'avez pas à savoir. On vous le dit. On vous dira, l'eau, on le considère ligand à champ faible ou ligand à champ fort. Si l'eau est ligand à champ faible, donc ici, tac, 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 liant à champ faible. Donc, ça, c'est la répartition électronique de l'ion fer Fe2+. Il est en 3d6. Si l'eau est à champ faible, l'eau ne va pas suffisamment déplacer les énergies de ses orbitales pour en faire 2 orbitales d'énergie différente. En fait, on considère que ces 5 orbitales 3D ont la même énergie, donc la même répartition électronique, hein. Vous voyez ici, j'ai d'abord les 5 spin up et un spin down. Pareil, 5 spin up et un down. Donc ça ne change rien. Ça, c'est à champ faible. Et à champ fort, du coup, ces 2 électrons-là vont se retrouver en bas. Et ces deux orbitales 3D vont se retrouver vides si l'eau est à champ fort. Est-ce que mon explication te convient, Chirel? Ok. Y a-t-il d'autres questions? D'autres questions sur ce cours? Non? On est bon? Alors, je sais pas, alors, la charge électrique globale du complexe. Alors, la charge électrique globale, en fait, elle est égale à la charge affichée par le complexe. Donc, regarde ici, Élise. La charge électrique globale, c'est 2 plus. OK? Donc le complexe, sa charge électrique globale, c'est 2 plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que soit H2O, soit le fer va porter cette charge. Tu sais que l'eau, c'est neutre. Donc c'est forcément le fer qui va être chargé Fe2 plus pour conférer au complexe sa charge 2 plus. Ici, si je prends ce complexe-là, la charge électrique globale, c'est 2 moins. Je sais que le chlore, c'est Cl4-. Je pars de là, en fait, de ce que je sais. En fait, je dois connaître la charge des ligands, hein. Les ligands, ils sont là. Ben, en fait, il faut connaître leur charge aux ligands. D'accord? Cn-, NO2-, OH-, F-, Cl-, Br-, I-. Voilà. Je dois le savoir, ça. NO2-, Cn- aussi. Il faut que je le sache. Donc, une fois que je sais ça, je regarde par exemple ici. Donc, le complexe c'est NiCl4 2-. Le chlore, c'est Cl-. J'ai 4 charges négatives. Or, la charge globale du complexe, c'est 2-. Là, j'ai 4-. Mais il faut bien que j'ai 2 charges plus quelque part pour annuler 2 charges plus sur pour annuler 2 charges moins sur les 4 charges moins. Elles vont être où? Ben, elles vont être sur le nickel. Ni2+ va annuler 2 des 4 charges moins. Du coup, il restera 2-. Donc ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Si je prends
Tiens, par exemple, le dernier, où j'ai, voilà, si je prends celui-là, PT, voilà, tiens, celui-là, il est neutre. J'ai pas de charge là, il est neutre. Donc, je sais qu'un H3 c'est neutre, je sais que le chlore, c'est Cl-. Donc, PT, ça va forcément être PT 2+, parce que PT 2+, avec deux charges moins, ça va s'annuler, ça va faire quelque chose de neutre. OK? Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question, Élise? Super. D'autres questions? On est bon? Le nombre d'oxydations, c'est que par rapport aux charges plus. Le nombre d'oxydations, c'est le nombre d'oxydations du métal. Et oui, c'est par rapport aux charges plus. Si un métal est chargé 2+, son nombre d'oxydation sera 2+. Si c'est Fe3+, son nombre d'oxydation sera 3+. Si le métal, bon là on n'a pas l'exemple, mais en général il n'est pas neutre dans les ligands. Oui, le nombre d'oxydation c'est la charge du métal, tout à fait. C'est ça. D'autres questions? On est bon? Alors, je peux essayer de partager avec vous, là, il nous reste 20 petites minutes. Ah, mais non, je ne l'ai pas. Non, j'ai pas de QCM. Non, je ne l'ai pas en version. Attendez, je regarde ce que j'ai. Mais je pense pas en avoir en version numérique. Euh, Tac, tac, tac. Alors, tiens, par exemple, là, on va voir. Bon, là, je ne vais pas avoir grand-chose. Alors, je regarde si j'ai pas une ou deux questions extraites d'Annales de l'an dernier. Là, j'ai toutes les UE qui défilent, donc il faut que je tombe sur l'UE1 déjà. Voilà, UE1. Tiens, voilà. Voilà. Non, 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 non. Il y a beaucoup de questions en fait sur la chimie organique qu'on verra ultérieurement, mais sur ce chapitre-là, il y en a peu. Bon, j'en vois pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce cours? C'est important qu'il n'y ait pas de questions en suspens. C'est important que vous puissiez me poser toutes les questions. Alors, là, je me suis perdu dans... Alors, il faut connaître des exemples de données. Ouais, les exemples de quoi? Les exemples de complexes, oui, oui. Il vaut mieux les connaître. Il vaut mieux les connaître, ça vous fait gagner beaucoup de temps dans les QCM. Ouais, il vaut mieux les connaître. D'autres questions? Alors, attendez, j'arrête le partage, on va recommencer. Là, là. euh, Ah, j'ai même plus mon document là. Je l'ai perdu. Ah, il est là. Hein. Là. Ok. Alors, attendez. Hop.
Et ici, voilà, je le repartage. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Avant qu'on clôture, je regarde dans le fil de discussion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, de toute façon, on sera certainement amené à se revoir en cours euh, pour la suite de cette UE1. Il faut savoir que ce chapitre, il est assez lourd hein, sur les orbitales et il faut bien le maîtriser parce que bon, vous n'avez pas forcément plus de questions que dans les autres leçons, mais il faut savoir y répondre. La différence peut se faire là-dessus. Hmm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? On est bon? Est-ce qu'on peut clôturer? On va avoir le poly. Je n'en sais rien. Ça dépend de Dan. Dan les a, les polys de Medibox. Donc, si, demandez-lui s'il peut vous les donner. Parce que c'est vrai il est plus complet que celui que vous aviez. J'ai constaté ça quand je vous ai fait le premier cours. Celui des Medibox est plus complet. Donc, demandez à Dan. J'en sais rien. Là, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On est bon? Oui? OK. Bon. Je pense que je vais clôturer le cours. Si vous avez pas d'autres questions, hein, on est bon, sûr. On peut clôturer? Oui. Merci. Merci à tous. Super. Je vous souhaite un bon courage et puis je vous dis à bientôt. On va certainement se revoir en cours, en présentiel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous tous. J'arrête le partage et je mets fin à la discussion. À bientôt. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir et merci. Au revoir.